Ah, la photo. Un peu trop excité, du coup, mais bon, vous savez, c'est une invention qui permet de garder des souvenirs très précieux, que ce soit sur un mur accroché avec de la pâte à fixe ou encore de façon digitale sur un téléphone. Bon, si la plupart du temps il est question de choses positives quand on prend des photos, eh bien on peut aussi parfois sans le savoir prendre des clichés glaçants. Eh bien, rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond. Et aujourd'hui, je vous présente une nouvelle série de photographies qui n'ont à première vue, eh bien, rien de spécial, mais qui évidemment quand on enquête cachent un horrible dénouement. Mais avant d'attaquer nos photos du jour, je pense qu'il est temps avant de se désaltérer en prenant une petite gorgée tout simplement de Oli, une marque qui m'accompagne aussi bien sur Poisson Fécond que là sur Compte Fécond, et depuis longtemps maintenant. C'est dire à quel point ils sont derrière la chaîne. Et du coup, quoi de mieux pour avoir la pêche et se donner un petit coup de fouet, en vrai. Parce qu'avec leur gamme énergie, on oublie là le crash post-caféine que vous avez quand vous consommez du café. Et là, vous vous dites, mais comment? Eh bien, en fait, grâce à la New Caf, qui est tout simplement de la caféine cristallisée et qu'on trouve dans leurs produits et qui ne contient d'ailleurs pas de taurine. Et d'ailleurs, dans tout leur catalogue, là, en ce moment, je pourrais par exemple vous recommander la saveur Watermelon Whale, qui est dispo d'ailleurs toute l'année, donc c'est celui-là. Après, il y a aussi la gamme Iced Tea avec des valeurs sûres comme par exemple le Raspberry Vanille et aussi le thé noir mûr, qui sont honnêtement un délice. Après, si vous n'arrivez pas à vous décider, en regardant deux petites vidéos en fait de Compte Fécond, il existe aussi des packs découvertes qui vous permettent de goûter un petit peu de tout. Alors bon, évidemment, Oli ne remplacera jamais la consommation d'eau. En fait, c'est juste une alternative plus saine aux sodas, qui eux par contre sont pas ouf pour la santé. Et d'ailleurs, en parallèle de la gamme énergie et de la gamme Iced Tea, il y a aussi la gamme hydratation que vous pouvez par exemple boire pendant une séance de sport. Typiquement celle-là avec de la noix de coco, c'est hydratation. Alors écologiquement, consommer Oli permet de rendre service à notre planète parce que chaque pot comme celui-là, eh bien c'est l'équivalent de 50 canettes que vous ne balancez pas et qu'il faut pas recycler donc, ou qui finissent pas dans les océans, vous avez compris. D'ailleurs, depuis quelques mois maintenant, ils ont aussi ajouté une gamme milkshake à leur catalogue. En fait, vous aurez juste à mélanger de la poudre avec du lait, que ce soit du lait de vache ou végétal, comme celui de soja ou d'avoine, pour avoir votre boisson toute prête. Alors bien entendu, j'ai des codes promo aussi à vous proposer, comme le code Compte Fécond 5, qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande. Ou même le code Compte Fécond qui vous donne accès à 10% de réduction sur toutes vos autres commandes. Voilà. Quant à notre programme, du coup, la photographique du jour, eh bien, je vais entre autres vous présenter un cliché avec une voiture qui fait le tour du monde, ou même une photo troublante qui fait surface après des décennies, ou encore, parmi tant d'autres, l'immortalisation du voyage d'une vie qui va connaître un dénouement évidemment catastrophique. Alors bon, déjà si vous êtes habitué de la chaîne et du format, vous savez que très souvent, je commence par vous parler d'une célébrité, que ce soit Elvis Presley, Marilyn Monroe ou même Robbie Williams, dont on a déjà passé en revue les derniers instants. Et à chaque fois, on ne se doutait pas, bien entendu, que c'était la dernière photo. Et donc là, pour la première photo d'aujourd'hui, on va s'attarder sur la personne au premier plan, donc lui. Et peut-être que vous le reconnaissez, eh bien c'est Michael Jackson. Non, le gars, oui, évidemment, non, évidemment, c'est Tupac Shakur, qui est l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Et là, cette photo-là, elle a été prise le samedi 7 septembre 1996 à Las Vegas, aux environs de 23h. Et du coup, le moins qu'on puisse dire, c'est que le début de soirée a été assez mouvementé pour Tupac. Parce que, alors qu'il était au casino MGM Grand pour assister à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon, eh bien, le ton était monté avec un membre d'un gang rival. Là, des coups ont été échangés, et de ce qu'on sait, en fait, l'un des gardes du corps de Tupac lui aurait même conseillé de mettre un gilet pare-balles pour la suite de la soirée, au cas où. Voilà. C'était un bon conseil, sauf que du coup, le rappeur a refusé. Bref, c'est ensuite sur le trajet vers une boîte de nuit que la photo que j'ai entre les mains a été prise. Et ce n'est que quelques minutes plus tard que la situation va vraiment virer au drame. Parce que à 23h14 précisément, une voiture blanche s'approche du véhicule de Tupac, où se trouve également Suge Knight, qui est le producteur du rappeur. Et du coup là, qui est donc la personne qui conduit. Là, les passagers de la voiture blanche baissent les vitres et ouvrent le feu sur le véhicule de Tupac à une quinzaine de reprises. Alors, le rappeur n'a bien sûr pas le temps de réagir et il est touché par 4 balles. Une au bassin, une au niveau de la cuisse, mais surtout 2 autres au niveau de la poitrine et de l'abdomen, qui lui seront fatales. S'il avait eu un gilet pare-balles, du coup, il aurait sûrement survécu. Bon, Tupac sera quand même transporté à l'hôpital en urgence, mais dans un état plus que critique. Et on va alors l'amputer rapidement d'un poumon. Et là, après de nombreuses opérations et plusieurs jours en soins intensifs, eh bien, il finira par faire une hémorragie interne et par mourir le 13 septembre 1996. À peu près une semaine après, donc. Alors bien évidemment, on se demande tout de suite qui est derrière cet assassinat. Mais bon, sans trop rentrer dans les détails, en fait, il faut savoir qu'il y avait plusieurs gangs qui étaient affiliés au milieu du rap, comme les Crips ou même les Bloods, qui se foutaient quand même pas mal sur la gueule depuis quelques temps. Et d'ailleurs, il y a eu aussi plusieurs théories, comme l'implication de Notorious Big, qui était une autre légende du rap, mais ça a été écarté. Et d'ailleurs, lui-même sera tué quelques mois plus tard. Après, d'autres théories ont avancé que Tupac n'était pas la cible, mais que c'était en réalité Suge Knight, donc le fameux conducteur là, qui était la véritable cible, et la personne qui l'avait commandé
commandité était tout simplement sa femme qui voulait le buter juste pour pouvoir toucher l'héritage. Mais bon, là encore, voilà, c'était plausible, mais c'était une fausse piste. Et d'ailleurs, en vrai, encore aujourd'hui, pratiquement 30 ans plus tard, eh bien cette nuit continue de faire parler. Et d'ailleurs, même récemment, en 2023, Duane Davis a été inculpé pour le meurtre de Tupac. J'étais un caïd, un dealer de drogue. Je suis le seul vivant qui puisse vraiment vous parler de l'assassinat de Tupac. Les gens me demandent ce qui s'est passé, et je sors maintenant du silence parce que j'ai un cancer et que j'ai rien d'autre à perdre. Tout ce qui importe, c'est la vérité. Nous étions 4 dans la voiture. Terrence Brown au volant et moi côté passager, DeAndre Smith et mon neveu Orlando Anderson assis sur la banquette arrière. Je peux juste vous dire que les tirs venaient de la banquette arrière. Bref, il continue donc de nier que c'est lui qui a tiré, et le procès est toujours en cours et ne sera sans doute pas terminé avant 2026. Alors pour notre deuxième photo, et contrairement à la majorité des clichés que je présente jusqu'ici, là on a quelque chose d'assez récent, parce que là il faut en effet remonter le temps de quelques semaines à juin 2025. Et bon, avant de vous parler du contexte, je vous présente quand même la personne qu'on voit là. Il s'agit de Arthur Folasa Halu, plus connu sous le nom de Afa Halu, qui est un designer de mode et qui vient tout droit des îles Samoa. Sauf que c'est pas dans ce pays que ça va se passer, l'histoire. En fait, là, cette photo a été prise aux États-Unis, où Afa Halu a une petite popularité, sachant qu'il était déjà apparu en fait dans quelques émissions liées à la mode. Bref, si vous avez suivi l'actualité internationale, et plus précisément aux États-Unis, vous savez sans doute que c'est un peu le bordel avec l'administration Trump, qui est là de nouveau président des États-Unis, parce que bon, avec toutes ces réformes sur l'immigration et sur d'autres trucs, eh bien plusieurs manifs ont été organisés un peu partout dans le pays, dont celle du No Kings du 14 juin dernier. Et là, du coup, allons à Salt Lake City, donc la ville derrière moi, car notre cher Afa Halu est sur place. Là, la manifestation commence, il n'y a rien de spécial à signaler. Une manif, contre Trump. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'affrontement, pas de violence, et tout semble aller de manière assez bien. Ça, c'est pacifique, Ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, vu qu'on estime que pratiquement 20 000 personnes sont présentes. Bref, on arrive quand même tout doucement à la fin de la marche, dans le centre-ville, et c'est à ce moment-là que tout va partir en couille. Bon, comme vous le savez, le port d'armes, il est autorisé aux USA, et quand vous couplez ça à la tendance cowboy qu'ont pas mal d'Américains, ça peut un peu vite partir en couille, Et je vais justement vous parler d'une autre personne qui s'appelle Arturo Gamboa. Ce dernier est sur place, mais surtout, il est en possession d'un fusil d'assaut, et il a une attitude pour le moins étrange. Parce qu'en effet, il brandit l'arme en l'air tout en s'approchant de la foule. Et c'est alors qu'un vétéran de l'armée, qui est présent bénévolement à cette manif, pour en assurer la sécurité, décide de lui tirer dessus. Là, Arturo Gamboa va être blessé, mais sans gravité. Sauf que Afa Halu, lui, n'aura pas la même chance. En fait, vous l'avez peut-être compris, mais le designer se trouve tout simplement au mauvais endroit, là vraiment au mauvais moment. Du coup, il se fait tirer dessus alors qu'il ne constitue absolument aucune menace, et il va alors succomber rapidement à ses blessures. Et d'ailleurs, le pire façon de parler dans toute cette histoire, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, personne n'a été inculpé de quoi que ce soit. Arturo Gamboa, le mec avec le fusil d'assaut, a été arrêté, il a passé quelques jours derrière les barreaux, mais finalement, il a été relâché. Parce que, en effet, même s'il avait une attitude assez agressive, avec une arme quand même brandie, il n'a rien fait. Il a tiré sur personne, donc apparemment, aux États-Unis, c'est ok. Et quant au vétéran là de l'armée, qui a tiré, qui a ouvert le feu, de façon involontaire certes, mais qui a quand même tué Afa Halu, eh bien, lui aussi, rien à signaler non plus. Il n'a pas été poursuivi pour quoi que ce soit. Bon là, la famille d'Afa, évidemment sous le choc, n'a pas tardé à réagir. Ils étaient mélangés entre l'incompréhension et la tristesse, c'est normal. Et là, une cagnotte a été alors ouverte à l'occasion de sa disparition. Afa était un fier Samoan profondément attaché à sa culture et à sa communauté. Grâce à son travail au sein de l'organisation créative Pacifique et à son incroyable talent de créateur de mode, il partageait son héritage avec passion et créativité. Mais plus que tout, Afa était fier de la vie qu'il avait construite avec sa femme Laura et leurs 2 magnifiques enfants, Vera et Isaac. Cette perte inimaginable a laissé un grand vide dans leur vie. La famille et les amis se rassemblent pour collecter des fonds afin d'aider Laura à payer les frais d'obsèques et à alléger le fardeau financier immédiat auquel elle doit faire face. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, la cagnotte est encore ouverte et la famille d'Afa Halu a déjà récolté 432 000 $. Alors, tout l'argent du monde ne pourra pas le ramener à la vie, bien sûr, mais ça leur apportera au moins un petit peu de tranquillité financière pour les prochaines années. Alors pour notre troisième photo, là on remonte un petit peu dans le temps et on change de continent. Et là direction l'Angleterre en 2007 avec une photo qui, pour être tout à fait précis, a été extraite d'une vidéo de caméra de surveillance. Et sur cette photo, on peut voir le jeune Andrew Gosden, 14 ans donc lui, qui quitte tranquillement la gare de King's Cross avec sa sacoche et son t-shirt Slipknot. Et bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien parce que c'est la dernière fois qu'on a vu Andrew vivant. Mais avant de parler du 14 septembre 2007, en fait, faut que je vous précise quelques petites choses. Déjà, faut savoir qu'Andrew, c'est un gamin exemplaire. Il est d'une gentillesse sans faille, il est
très bon élève et c'est un fils parfait qui écoute ses parents et qui les tient au courant de ses différents déplacements. Bref, nickel quoi. Et là, à l'occasion de la rentrée scolaire de 2007, par contre, en fait, il commence à changer certaines de ses habitudes, en rentrant parfois à pied ou parfois en bus par exemple. Et aussi et surtout, il faut savoir qu'Andrew n'habite pas à Londres, mais à Doncaster, à plusieurs centaines de bornes de la capitale anglaise. Et voilà, je sais pas si vous savez, mais Londres, c'est gigantesque. C'est pas genre un équivalent de Paris, c'est beaucoup plus grand que Paris. Et donc, c'est très compliqué de se déplacer là-dedans. C'est long. Et donc, pour préciser, cette photo, elle a été prise à Londres, donc dans la gare de King's Cross, donc une gare célèbre à Londres. Sauf que le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, en fait, il habite pas à Londres. Il est même très loin de cette ville. Qu'est-ce qu'il fait donc à la capitale, alors que l'école a repris depuis quelques jours? Eh bien, justement, le 14 septembre 2007, Andrew ne va rien faire comme les autres jours. Parce que, après avoir quitté le domicile pour aller à l'école, il va finalement retirer 200 livres sur son compte bancaire avant de rentrer chez lui plutôt que d'aller en cours. Là, il va alors enlever son uniforme scolaire pour se changer et mettre la tenue que vous voyez du coup sur la photo. Il va ensuite prendre le train pour arriver jusqu'à Londres. Et à 11h25 du matin, environ 3 heures après avoir quitté sa maison pour de bon, Andrew Gosden disparaîtra dans la nature. Et là, en tout cas, si je peux vous donner toutes ces informations avec précision, c'est qu'on a pu retracer son parcours grâce aux caméras de surveillance et à d'autres témoignages. Sauf que après 11h25, là, plus rien. Évidemment, c'est le branle-bas de combat dès qu'on comprend qu'Andrew a disparu du côté de la famille, et même au niveau de la police, on va se mobiliser. Et il y aura alors une question: pourquoi Andrew est-il allé à Londres tout seul et avec 200 balles? Est-ce qu'il voulait rencontrer quelqu'un qu'il a connu sur Internet? Alors, a priori, c'est pas possible, parce qu'en fait, il n'y avait pas Internet chez lui. Et quand la police a fouillé l'ordinateur qu'il utilisait à l'école, ils ont rien trouvé. Ou alors peut-être qu'il voulait voir juste l'un de ses groupes de musique préférés à un concert. C'est possible, car il y a quand même 2 d'entre eux qui se produisaient à Londres le soir de sa disparition. Mais du coup, pratiquement 2 décennies après cette terrible journée, on n'a absolument aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Cela fait 17 ans qu'Andrew a disparu. Pour diverses raisons, ma femme Glennis et moi sommes en train de rénover la moitié de notre maison. Un ami bien intentionné nous a dit récemment qu'il faudrait qu'on puisse aller de l'avant, en incluant l'ancienne chambre d'Andrew dans le processus de rénovation. On a enlevé certaines choses accrochées au mur, refait l'électricité, remplacé les lames de parquet endommagées, les anciens meubles ont disparu, de nouvelles armoires ont été installées, les murs ont été enduits de plâtre et des moulures ont été ajoutées. La peinture qu'Andrew avait choisie lorsqu'il était enfant a été enlevée, et la pièce a été remise à neuf et est en train d'être lentement restaurée. Des suspects ont été arrêtés quelques années après la disparition d'Andrew, mais ça n'a rien donné. Et même si plusieurs personnes assurent l'avoir reconnu, personne ne sait si c'était bel et bien lui. Alors, est-ce qu'Andrew a été enlevé? Ou alors est-il arrivé à disparaître sciemment pour repartir de zéro, peut-être en Angleterre et dans un autre pays? Est-ce qu'il a eu un accident mortel? En réalité, comme des dizaines, même des centaines d'autres disparitions de ce type, on ne saura sans doute jamais ce qui lui est arrivé. Alors pour cette nouvelle photo, il y a des chances que vous ayez vaguement entendu parler de l'histoire que je vais vous raconter. Parce que ça commence bien évidemment avec la personne qui a sur le cliché, et c'est John Shaw. Et John, au moment de la photo, il a 26 ans. C'est un aventurier, un blogueur, mais surtout un évangéliste. En résumé, du coup, il parcourt le monde pour faire entendre la parole divine. Et dans sa quête, il finit par se retrouver près des îles Andaman, qui est un archipel de l'océan Indien qui faisait partie de l'Inde. Mais là, il n'a pas jeté son dévolu sur n'importe qui, parce qu'il a bien l'intention de rendre visite à une des tribus les plus reculées et les plus isolées du monde, celle des Sentinelles. Alors, évidemment, c'était pas la première fois qu'une rencontre avec la tribu des Sentinelles était recensée. En 1974, alors qu'il filmait les Sentinelles depuis un bateau, le réalisateur d'un documentaire sur les îles Andaman a été blessé après avoir été touché par une lance. Aujourd'hui encore, les célèbres photographies prises lors de cette expédition par Raghubir Singh, qui montrent des guerriers sautillant avec des arcs et des flèches le long des plages de l'île, restent une preuve de la défiance de la tribu envers le monde extérieur. En 2006, 2 pêcheurs ont été tués par la tribu après que leur bateau a dérivé vers la côte alors qu'ils dormaient, ce qui renforça la redoutable réputation de la tribu. Les efforts menés pour retrouver leurs corps ont été abandonnés après que des archers ont lancé des projectiles en direction d'un hélicoptère qui tentait de se poser. Néanmoins, tout ça a pas refroidi John Shaw, très loin de là. En fait, on est à ce moment-là, mi-octobre 2018, quand John poste cette photo sur son Instagram. Et là, il va entreprendre quelques jours plus tard une première approche sur l'île des Sentinelles. Mais avant qu'il puisse poser le pied sur l'île, il se fait tirer dessus. En l'occurrence, il reçoit des flèches, dont une qui va transpercer la Bible qu'il a dans les mains. Là, il est un peu décontenancé, il va alors faire demi-tour. Et il va alors noter dans son journal intime certaines choses. Et notamment, il va se demander si cette île ne pourrait pas être, je cite, le dernier bastion de Satan. Il va alors du coup retenter une approche. Et cette approche, ce sera la dernière. Car John va finir par se faire attraper et surtout, selon les pêcheurs qui l'ont aidé à atteindre l'île, il va se faire tuer. Avant que son corps soit finalement traîné sur la plage puis enterré. En vrai, est-ce qu'il avait le moindre espoir de convertir en fait des sentinelles à la Bible et à la parole de Dieu? Est-ce qu'il avait choisi de se faire tuer là-bas du coup pour devenir un martyr?
En vrai, impossible d'avoir des réponses. Mais en tout cas, ça a mis un sacré bordel. Car d'un côté, certains voulaient récupérer son corps pour le rendre à la famille, et de l'autre, les anthropologues ont insisté pour que personne, vraiment personne, ne foule cette île, qui est à sa façon un petit peu hors du temps. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, la tribu n'a pas reçu de visite et continue de vivre de son côté, comme ça, tranquillement, coupé du monde. Alors, pour cette 5e photo, là, on retourne en Amérique et plus précisément au sud du continent, du côté de la cordillère des Andes. Et là, il faut que je vous parle de la Concagua, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Sud. D'ailleurs, c'est parmi les plus hautes montagnes du monde. Et donc voilà, c'est ce fameux sommet derrière moi et qui va justement là nous intéresser. Et là, on peut voir un truc assez insolite quand même. Alors déjà, bon, en premier, on voit un groupe d'alpinistes qui s'est mis en tête d'arriver au sommet. Et contrairement à ce que la qualité pourrait laisser penser, eh bien le cliché en question, eh bien il est plutôt vieux car il date de 1973. Et à cette époque, une équipe de 10 personnes composées d'Américains et d'Argentins se lance donc à l'ascension de la Concagua. Mais rapidement et à cause de certaines conditions météorologiques, ils ne sont rapidement plus que 4, tous Américains, à vouloir tenter coûte que coûte la montée. Et là, dans cette équipe réduite, on retrouve John Cooper, 35 ans, ingénieur à la NASA, qu'on voit d'ailleurs au premier plan ici sur la photo. Mais il y a aussi Janet Johnson, qui est une alpiniste chevronnée qui a déjà grimpé le mont Fuji, le mont Blanc, mais aussi le Kilimanjaro. Et comme vous pouvez vous en douter, si j'en parle aujourd'hui, c'est que tout ça va très mal finir pour John et Janet. Parce que les deux Américains vont en effet perdre la vie suite à un soi-disant accident. En fait, c'est soi-disant parce que tout laissait à penser quand même qu'ils se sont fait tuer, sans doute par les deux autres. Et c'est ce qui rend la photo aussi étrange. Et l'histoire. Parce qu'en effet, quand on interroge les deux autres personnes survivantes et qu'on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, en fait, il y a beaucoup d'incohérences. Et surtout, quand on retrouve le corps de John et Janet, eh bien, on voit qu'il y a plein de blessures qui sont un peu bizarres, suspicieuses, quoi. Quand on a réalisé l'autopsie de John Cooper, on a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'œdème pulmonaire, ni même de la mystérieuse blessure à l'abdomen qui a traversé 5 couches de vêtements. La cause de la mort, des contusions crâniennes avec des blessures au crâne et au cerveau. Quand on a réalisé l'autopsie de Janet Johnson, quelques temps plus tard, on a remarqué de profondes entailles sur sa botte qui font penser que quelqu'un l'a violemment frappée. Pour la cause de sa mort, même chose, une blessure au niveau du cerveau. Pour moi, c'est évident, ils ont tous les deux été tués. Donc voilà, une affaire quand même sordide et d'ailleurs assez mystérieuse puisque même aujourd'hui, on n'a pas de réponse finale et définitive. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Et si cette photo date de 1973, eh bien sachez qu'elle a été découverte que 50 ans plus tard. Donc en réalité récemment quoi. Parce que c'est en effet avec la fonte partielle des glaces de la Concagua que l'appareil photo a été découvert. Et là, avec l'accord de la famille des victimes, on a développé la pellicule pour avoir accès à pas mal de clichés. Alors bon, évidemment, on espérait avoir aussi des éléments de réponse supplémentaires, mais malheureusement, il en était rien. Si cette histoire vous intéresse ou vous intrigue et que vous maîtrisez l'anglais, je peux que vous conseiller un excellent papier du New York Times parce qu'il a réalisé une enquête complète sur cette affaire. Je vous mets le lien en description. Alors pour terminer notre fournée du jour, continuons à prendre un petit peu de hauteur, parce que là on le voit pas au premier coup d'œil, mais avec cette photo que j'ai entre les mains, on est dans un avion. J'avoue que c'est pas très obvious quand même. On croirait qu'on est dans une maison de retraite, on sait pas trop. Mais bon, si vous êtes habitué à ce format de vidéo avec moi, vous savez que c'est pas la première photo qu'on prend dans un avion. Et là, pour cette histoire présente, là, faut remonter dans le temps. Et également dans les années 70, plus précisément le 28 novembre 1979. Et là, ce jour-là, le vol Air New Zealand 90 décolle d'Auckland, donc qui est pour info la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, et en direction là de l'Antarctique. Ouais, vous avez bien entendu. Et là, vous dites, mais il y a des pistes du coup d'atterrissage pour se poser en Antarctique? Eh bien, en réalité, non. On peut pas se poser en Antarctique, c'est pas prévu. Mais c'est pas la question en vrai. Parce qu'en fait, le but de ce vol, c'est de survoler l'énorme continent de glace. Et pour permettre à ces 237 passagers de prendre des photos à couper le souffle et de garder des souvenirs pour la vie. Du coup, là, notre vol décolle en début de matinée, le 28 novembre 79, et durant les premières heures, rien à signaler. D'ailleurs, de ce qu'on sait, les passagers se baladent librement et on a même le droit à un petit buffet. Et c'est sans doute d'ailleurs dans ces petits moments-là que cette photo sera prise. Bref, l'avion parcourt l'océan Pacifique Sud, puis l'océan Austral, et il approche à toute vitesse de l'Antarctique, où il a réussi à établir d'ailleurs le contact avec la base McMurdo. Sur la map, regardez, c'est juste là. Petit à petit, après avoir reçu les autorisations, l'avion descend de plus en plus dans l'idée de se stabiliser. Il doit alors traverser plusieurs nuages assez denses, on a du mal à y voir quoi. Sauf que le truc c'est que en plus des nuages, il y a un autre petit pépin, mais de taille, c'est que l'avion ne suit pas la bonne trajectoire.
Et là, alors que le pilote pense être au-dessus de la flotte, c'est pas du tout le cas. En fait, il continue alors sa descente, encore et encore, pour traverser les nuages. Et là, quand le pilote finit par réaliser qu'il est en réalité au-dessus des terres enneigées, il est déjà trop tard. Et l'avion se dirige alors tout droit sur le mont Erebus. Donc, qui est un volcan, en fait, en Antarctique, et qui culmine à 3794 mètres. Je le rappelle, l'Antarctique, c'est pas juste un truc tout plat de glace, hein. Il y a vraiment des reliefs et des montagnes, des volcans et tout. Bon, là, notre pilote, il ne peut pas faire quoi que ce soit, c'est trop tard. Et là, l'avion s'écrase contre l'un des flancs de la montagne. À ce moment-là, c'est violent, les 237 passagers et les 20 membres d'équipage meurent sur le coup. Eh bien, suite à ça, envoyer une équipe de secours a été un sacré bordel vu l'endroit du crash. Le travail d'identification individuelle a pris de nombreuses semaines, et il a été réalisé en grande partie par des équipes de pathologistes, de dentistes et de policiers bien sûr. Le fait que nous ayons tous campé pendant près d'une semaine dans des tentes polaires au milieu des débris et des cadavres tout en travaillant 24 heures sur 24, on dit très long. Mais nous devions récupérer les corps des victimes. Au bout de quelques jours, des mouettes ont commencé à picorer les corps devant nous, nous provoquant de grosses crises d'angoisse, et réduisant surtout à néant les chances d'identifier certains cadavres. C'était d'autant plus épuisant que nous devions également réduire les effectifs à chaque chargement d'hélicoptère, ce qui laissait aux personnes restantes encore plus de travail à accomplir. C'était épuisant de découvrir les corps et de les charger, encore et encore. Il s'agit tout simplement du pire accident aérien de l'histoire de l'aviation néo-zélandaise, mais également de la catastrophe la plus meurtrière survenue en Antarctique, si on exclut le naufrage d'un bateau à proximité du continent de glace. Et ça, c'était dans les années 1800. Voilà pour nos photos du jour. J'espère en tout cas que le format vous plaît toujours autant. Alors si de votre côté il vous est déjà arrivé de prendre des photos qui par la suite ont débouché sur quelque chose d'inattendu, n'hésitez pas à me partager tout ça. En tout cas, si ces histoires et toute leur partie inexpliquée vous a intéressé, que vous aimez bien ce côté thriller, et bien justement dans Noisuli, qui est la saga que j'écris en fait, qui est basée sur une université du rêve, eh bien on a aussi pas mal d'enquêtes et de trucs mystérieux qu'on essaye de découvrir par rapport à pas mal d'aspects sombres qu'il y a derrière les rêves. La saga est en cours d'écriture et le premier tome sortira très prochainement. Sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo et puis nous on se dit à la prochaine. Bonne nuit.